Chers élèves d'AGGSP, bonjour. Dans cette vidéo, je te propose de faire un point sur l'évolution du recrutement des acteurs de la conquête spatiale aux États-Unis. À partir de 1947, en effet, la conquête spatiale a longtemps été dominée par des hommes blancs issus des élites scientifiques et militaires, mais elle s'est progressivement ouverte aux femmes et aux minorités. Ce processus a été lent, marqué par des résistances culturelles, politiques et institutionnelles. Un monde d'hommes à ses débuts, les années 1940-1960. Des années 1940 aux années 1960, la sélection des astronautes américains répondait à des critères techniques très stricts. C'était pour la plupart des pilotes d'essais militaires, ils avaient eu des expériences sur des avions à réaction, ils étaient surdiplômés sur le plan scientifique, ils avaient une excellente condition physique, ils avaient la taille et l'âge limité. Mais au-delà de ces exigences officielles, les candidats devaient ainsi correspondre aux canons sociaux de l'Amérique de l'époque. Les premiers astronautes étaient donc tous des hommes, généralement mariés et souvent pères, ce qui correspondait à l'image de stabilité, de respectabilité et de héros américains valorisés par la société et les médias des années 1950-1960. Il fallait donc une image publique irréprochable. Les autorités recherchaient des candidats capables de représenter la nation, d'incarner les valeurs familiales et patriotiques, puis d'être des modèles pour la jeunesse américaine. Leur vie privée était scrutée et leur comportement devait être exemplaire. Un ensemble d'images se construit autour du cosmonaute. Elle concerne le cosmonaute lui-même et puis bien sûr, après, elle est l'occasion de se faire ce qu'on appelle le nation branding, c'est-à-dire la promotion de la nation américaine. Alors, l'astronaute américain est présenté comme un héros civilisateur libre d'un monde technologique. Il est le nouveau pionnier, l'héritier des colons et des explorateurs de l'Ouest. La conquête de l'espace s'inscrit dans le prolongement de la Frontier de Frederick Jackson Turner, c'est-à-dire une zone d'expansion où s'exprime la liberté individuelle, l'innovation, la foi dans le progrès. C'est aussi un homme libre. L'astronaute est l'antithèse du soldat soviétique discipliné. L'Américain est certes militaire, mais il est surtout volontaire, autonome, rationnel, incarnant l'homme libre, formé par une démocratie libérale. Il symbolise enfin la réussite par le mérite dans une société ouverte et compétitive. Alors il y a un point assez intéressant, c'est que il est présenté comme un produit américain, mais en même temps porteur d'une certaine valeur humaniste. C'est un ambassadeur de cette technologie humaniste, et on le voit, les missions américaines sont accompagnées d'un discours humaniste universaliste. La conquête de l'espace ne serait pas uniquement pour les États-Unis, mais bien pour l'humanité tout entière. D'où les grandes phrases comme celle de Neil Armstrong, « That's one small step for a man, one giant leap for mankind ». Jusqu'aux années 60, l'accès des femmes aux programmes spatiaux est très limité, principalement parce que les astronautes sont recrutés parmi les pilotes de chasse, un domaine alors exclusivement masculin. Mais parallèlement aux missions tournées vers l'espace, de nombreuses femmes jouent un rôle clé dans les calculs et la programmation des missions spatiales, en particulier au Jet Propulsion Laboratory, JPL, à la NASA. La confrontation des modèles se joue aussi dans le rôle donné aux femmes. L'intégration des femmes dans la conquête spatiale, du côté de l'URSS, répond à des objectifs politiques. Il s'agit de démontrer l'égalité des sexes prônée par le régime communiste et affirmer la modernité de la société soviétique sur la scène internationale. Du côté soviétique, le choix de la première femme cosmonaute, la soviétique Valentina Tereshkova, n'est pas un hasard. C'est un choix politique. D'origine prolétarienne, elle est fille d'un héros de guerre et membre du Parti communiste. Elle va servir de porte-drapeau pour l'Union soviétique. L'image qu'elle renvoie correspond au symbole de la femme libre telle qu'elle est représentée dans le nouveau monde socialiste. Du côté des États-Unis, les médias, avec la complicité de la NASA, orchestrent la présentation des familles des astronautes comme des modèles à suivre. Les épouses apparaissent dans des reportages, des magazines et des émissions télévisées, souvent avec leurs enfants, attendant le retour de leur mari ou exprimant leur fierté et leur inquiétude. Cette mise en scène vise à rassurer le public et à humaniser les astronautes tout en renforçant l'image d'une société américaine unie et stable autour de sa famille traditionnelle. Comme l'écrit l'épouse d'astronaute Lily Koppel dans The Astronaut Wives Club, elles avaient passé les plus belles années de leur vie à élever des enfants, à soutenir la carrière de leur mari et à déménager leur famille d'un bout à l'autre du pays, d'une base morne à une autre.
À présent, leurs maris étaient astronautes et elles étaient devenues, du jour au lendemain, des célébrités. Du côté des États-Unis, le Star System, qui est partie intégrante du modèle, contribue à sa promotion au nation branding américain. Dès le programme Mercury, la NASA collabore étroitement avec Life Magazine qui achète des droits exclusifs de publication des photos et des récits des astronautes. Entre 1959 et 1963, des récits approuvés par la NASA sur les astronautes américains ont été publiés dans 28 numéros du magazine Life. La couverture médiatique commence par un reportage de 18 pages à la mi-septembre 1959, incluant des photographies en couleur des astronautes à l'entraînement prises par le célèbre photographe Ralph Morse. Les reportages ultérieurs montrent également les astronautes avec leurs familles, dans leur salon, dans leur jardin, et dans le cas de Scott Carpenter, dans un article de 1962, en train de camper dans le Colorado. Les articles de Life présentaient les navigateurs des étoiles, désignés par l'Amérique, tels qu'ils étaient sur Terre. Les Mercury 7 sont présentés comme des pères de famille modèles, des héros calmes et dignes, avec des portraits dans leur maison, avec leurs enfants, leurs chiens, leurs voitures. Parce qu'ils sont les ambassadeurs de l'Amérique, mais aussi les ambassadeurs de la société de consommation, qui est une des vitrines du modèle des États-Unis. On a donc une exploitation dans la publicité, dans les produits dérivés de la culture populaire. L'image des astronautes est exploitée dans une multitude de supports, des timbres, des affiches, des bandes dessinées, des jouets, des céréales pour enfants, des jeux vidéo. On a aussi des films comme The Right Stuff en 1983 ou Apollo 13 en 1995, c'est plus tardif, qui prolongent cette mythologie. Des entreprises comme General Motors, IBM ou Tong, la fameuse boisson en poudre, s'associent à la NASA pour promouvoir le progrès américain à travers la consommation. À la ségrégation dont sont victimes les femmes s'ajoute celle liée à l'appartenance à des minorités. La transformation de la NACA en NASA en 1958 a coïncidé avec la suppression des centres de recherche appliquant une ségrégation. Pourtant, les femmes, et surtout les femmes afro-américaines, n'ont pas été davantage mises en avant. Ce n'est que récemment, avec le film Figure de l'ombre, sorti en 2016, que l'on a rendu hommage à ces trois scientifiques dont le travail a été absolument central dans la course à l'espace, notamment pour la mise en orbite de l'astronaute John Glenn et pour l'alunissage de Neil Armstrong. Il a donc fallu attendre près d'un demi-siècle pour reconnaître ces autrices de ces travaux, pourtant très importants dans l'aéronautique pour la science. Alors cette absence de reconnaissance ne relève malheureusement pas de l'exception. Dans l'histoire, nous l'avons vu, les femmes sont régulièrement mises de côté du simple fait que ce sont des femmes. Comme le montrent les noms de nombreuses femmes scientifiques qui ne sont pas citées dans les travaux auxquels elles ont pourtant grandement contribué ou dont le travail a été capté par leurs collègues masculins. Ce phénomène a été conceptualisé par Margaret W. Rossiter en 1993 et prend pour nom l'effet Matilda. Il s'agit du fait de minimiser ou nier l'implication des femmes dans une grande découverte scientifique. La société américaine se transforme après 1960. Le féminisme qu'on appelle le féminisme de la deuxième vague, qui émerge à la fin des années 1960 et se prolonge dans les années 70 et 80, constitue un puissant levier de transformation sociale, culturelle et politique aux États-Unis. Il ne s'agit plus seulement, comme au début du XXe siècle, celui de la première vague, d'obtenir des droits civiques. L'un des combats majeurs de cette période est celui de l'accès des femmes aux professions à haute valeur symbolique, technique et sociale, parmi lesquelles le métier d'astronaute occupe une place emblématique. La montée en puissance du féminisme aboutit à des victoires juridiques, comme le Civil Rights Act de 1964, qui interdit la discrimination fondée sur le sexe dans les emplois et notamment dans les agences fédérales. Alors c'est toujours à la fin des années 1970 et toujours sous l'impulsion de lois anti-discrimination et d'efforts de recrutement ciblé que la NASA a commencé à intégrer des femmes et des personnes issues des minorités. Mae Jemison est la première femme afro-américaine à voler en orbite.
Ainsi, la communication autour des programmes spatiaux est liée à des évolutions de contexte importantes depuis les années 1950. Aux États-Unis, la sélection puis la présentation des acteurs de la conquête spatiale était représentative de valeurs et de représentations propres à cette société dans ses évolutions. La mise en avant de modèles masculins a progressivement laissé la place à d'autres figures. L'intégration des femmes dans les programmes spatiaux américains est le fruit de décennies de lutte contre les inégalités, soutenues par des revendications du féminisme de la deuxième vague, mais aussi et surtout par les transformations culturelles de la société américaine. Des pionnières, aujourd'hui oubliées, aux premières femmes astronautes comme Sally Ride, devenues des figures emblématiques de modernité, ce processus a permis de faire évoluer les critères de sélection, les représentations et les pratiques de la NASA. Cependant, ces avancées sont restées fragiles et incomplètes. Déjà sous l'administration de Trump en 2017-2021, une série de mesures anti-inclusives avait sérieusement freiné cette dynamique. Or, nous savons, les mesures actuelles sont encore plus radicales. Ces choix politiques qui peuvent ralentir, voire anéantir les efforts d'ouverture menés depuis les années 1980, révèlent combien les progrès peuvent être remis en question lorsque l'engagement institutionnel en faveur de l'inclusion s'affaiblit. Bon, aujourd'hui, la diversité est beaucoup plus grande du fait de la multiplication du nombre d'acteurs engagés. C'est vrai que si on prend le profil des taïkonautes chinois ou de ceux que l'Inde a envoyés ou des femmes envoyées aussi par l'Europe ou le Canada, eh bien on a une très grande diversité qui n'est pas encore complètement représentative du genre humain sur la planète, mais qui donne une indication quand même très importante, c'est le discours que l'on tient au-delà de la puissance qu'on voit de notre humanité dans l'espace.